Bonjour à toutes et à tous. Dans notre série Mathieu Lu présente, nous allons aujourd'hui partir à la découverte de Charles Perrault et de son conte emblématique La Belle au bois dormant. Au programme, qui était Charles Perrault et que raconte exactement La Belle au bois dormant, le premier de ces contes de ma mère Loi. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'imagine Charles Perrault en train d'écrire, je le vois bien avec une perruque proche de celle de Louis XIV, une plume d'oie à la main, dans un coin sombre d'une pièce où une vieille nourrice, la fameuse Mère Loi, est en train de raconter au coin du feu ses histoires aux enfants émerveillés. Charles Perrault naît en 1628 dans une grande famille bourgeoise. Il fait des études pour devenir avocat, mais il ne plaidera que 2 fois. Et ensuite, pendant 10 ans, il se forme de manière quasi autodidacte pour devenir poète précieux. C'est ainsi qu'il écrira un poème pour le mariage de Louis XIV. Repéré par Colbert, il devient ensuite haut fonctionnaire et sera chargé du mécénat royal. C'est lui qui distribue l'argent aux artistes qui contribuent au château de Versailles. Charles Perrault est reçu à l'Académie française, où il va innover en rendant public le discours d'intégration. En exerçant ses fonctions au mécénat royal, il est confronté à un dilemme. Doit-on écrire sur les monuments en latin ou en français ? Et en 1687, son poème « Le siècle de Louis le Grand » va provoquer la querelle des anciens et des modernes. Ce discours, en apparence anodin, il vient simplement célébrer la guérison du roi après une vilaine fistule, fait finalement l'apologie des progrès en sciences et dans les arts au siècle de Louis XIV. Cela ne va pas plaire aux anciens, défendus par Boileau, La Bruyère, Racine et dans une moindre mesure La Fontaine. Les anciens défendent le classicisme, l'imitation des écrivains antiques, l'ordre et la rigueur, tandis que Charles Perrault, lui, défend la modernité. Le siècle dans lequel il vit est selon lui le meilleur. Mais à 50 ans, Charles Perrault va tout perdre, sauf son poste à l'Académie française. Tombé en disgrâce auprès de Colbert, il perd son poste au château et il perd également sa jeune épouse de 25 ans qui lui a donné 3 fils. Charles Perrault se retire de la vie mondaine et va se consacrer à l'éducation de ses enfants. En 1697 sont publiés les contes de ma mère Loi. Le premier de ces contes est La Belle au bois dormant. Alors que les contes sont d'habitude situés dans un univers merveilleux atemporel, Charles Perrault choisit de les placer dans la préciosité du XVIIe siècle. Il s'amuse ainsi à nous signaler que la Belle est habillée de manière tout à fait démodée. Il est vrai qu'elle a dormi 100 ans dans la même tenue. Le prince, quant à lui, perd tout caractère héroïque. Il n'a pas à combattre de dragons, il n'a même pas à sortir son épée pour se sortir de cette épaisse forêt qui borde le château, il n'a même pas à embrasser la Belle pour qu'elle se réveille. L'enchantement est tout simplement terminé au bout de 100 ans. Le prince est même présenté comme un être un peu gauche, qui ne sait pas trop quoi répondre à la Belle lorsqu'elle se réveille et qu'elle lui dit qu'il s'est tout de même bien fait attendre. Et dans le château, tout le monde se réveille avec la Belle et tout le monde n'étant pas amoureux, les préoccupations du petit personnel sont d'ordre plutôt trivial et tout le monde a très faim. C'est donc la viande servie qui va mettre fin au tête-à-tête amoureux du prince et de la princesse. La fin du conte est quant à elle inattendue. En effet, si l'on pouvait croire que le conte prenait fin au réveil de la princesse, il n'en est rien. C'est comme s'il y avait un deuxième conte qui commence après le réveil de la princesse. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Vous allez voir que la fin du conte n'est pas du tout celle que vous pensez. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors et qui était d'une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c'était que des tours qu'il voyait au-dessus d'un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu'il en avait ouï parler. Les uns disaient que c'était un vieux château où il revenait des esprits. Les autres, que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu'un ogre y demeurait, et que là, il emportait tous les enfants qu'il pouvait attraper pour les pouvoir manger à son aise et sans qu'on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois.
Le prince ne savait qu'en croire. Lorsqu'un vieux paysan prit la parole et lui dit « Mon prince, il y a plus de 50 ans que j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château une princesse, la plus belle du monde, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils d'un roi à qui elle était réservée. » Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu. Il crut sans balancer qu'il mettrait fin à une si belle aventure, et poussé par l'amour et par la gloire, il résolut de voir sur-le-champ ce qui en était. À peine s'avança-t-il vers le bois que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s'écartèrent d'elles-mêmes pour le laisser passer. Il passe une grande cour pavée de marbre, il monte l'escalier, il entre dans la salle des gardes qui étaient rangés en haie, la carabine sur l'épaule et ronflant de leur mieux. Il traverse plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entre dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu'il eût jamais vu. Une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans, et dont l'éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s'approcha en tremblant et en admirant, et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme la fin de l'enchantement était venue, la princesse s'éveilla, et le regardant avec des yeux plus tendres qu'une première vue ne semblait le permettre, « Est-ce vous, mon prince? Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance. Il l'assura qu'il l'aimait plus que lui-même. Ses discours furent mal rangés. Ils en plurent davantage. Peu d'éloquence, beaucoup d'amour. Il était plus embarrassé qu'elle, et l'on ne doit pas s'en étonner. Elle avait eu le temps de songer à ce qu'elle aurait à lui dire. Enfin, il y avait 4 heures qu'ils se parlaient et ils ne s'étaient pas encore dit la moitié des choses qu'ils avaient à se dire. Cependant, tout le palais s'était réveillé avec la princesse, chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. La dame d'honneur, pressée comme les autres, s'impatienta et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était tout habillée et fort magnifiquement. Mais il se garda bien de lui dire qu'elle était habillée comme ma mère grand et qu'elle avait un collet monté. Elle n'en était pas moins belle. Ils passèrent dans un salon de miroirs et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu'il y eût près de 100 ans qu'on ne les joua plus. Et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d'honneur leur tira le rideau. Ils dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin. Et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville où son père devait être en peine de lui. Le prince lui dit qu'en chassant, il s'était perdu dans la forêt et qu'il avait couché dans la hutte d'un charbonnier qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était bonhomme, le crut. Mais sa mère n'en fut pas bien persuadée, et voyant qu'il allait presque tous les jours à la chasse et qu'il avait toujours une raison en main pour s'excuser quand il avait couché 2 ou 3 nuits dehors, elle ne douta plus qu'il n'eût quelque amourette, car il vécut avec la princesse plus de 2 ans entiers et en eut 2 enfants, dont le premier qui fut une fille fut nommé l'Aurore, et le second un fils qu'on nomma le Jour, parce qu'il était encore plus beau que sa sœur. La reine dit plusieurs fois à son fils, pour le faire expliquer, qu'il fallait se contenter dans la vie, mais il n'osa jamais se fier à elle de son secret. Il la craignait quoiqu'il l'aimât, car elle était de race ogresse, et le roi ne l'avait épousée qu'à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu'elle avait les inclinations des ogres, et qu'en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux. Ainsi, le prince ne voulut jamais rien dire. Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de 2 ans, et qu'il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la ville capitale, où elle entra au milieu de ses 2 enfants. Quelque temps après, le roi alla faire la guerre à l'empereur Catalabute, son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine sa mère et lui recommanda fort sa femme et ses enfants. Il devait être à la guerre tout l'été, et dès qu'il fut parti,
La reine-mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible envie. Elle y alla quelques jours après et dit un soir à son maître d'hôtel: « Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore. »« Ah, madame, dit le maître d'hôtel. « Je le veux, dit la reine. Et elle le dit d'un ton d'ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche. Et je la veux manger à la sauce Robert. Ce pauvre homme, voyant bien qu'il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau et monta à la chambre de la petite Aurore. Elle avait pour lors 4 ans, et vint en sautant et en riant se jeter à son col et lui demander du bonbon. Il se mit à pleurer, le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau, et lui fit une si bonne sauce que sa maîtresse l'assura qu'elle n'avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore et l'avait donnée à sa femme pour la cacher dans le logement qu'elle avait au fond de la basse-cour. 8 jours après, la méchante reine dit à son maître d'hôtel: « Je veux manger à mon souper le petit jour. » Il ne répliqua pas, résolu de la tromper comme l'autre fois. Il alla chercher le petit jour et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il faisait des armes avec un gros singe. Il n'avait pourtant que 3 ans. Il le porta à sa femme, qui le cacha avec la petite Aurore, et donna à la place du petit jour un petit chevreau fort tendre, que l'ogresse trouva admirablement bon. Cela était fort bien allé jusque-là, mais un soir cette méchante reine dit au maître d'hôtel: « Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants. » Ce fut alors que le pauvre maître d'hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait 20 ans passés, sans compter les 100 ans qu'elle avait dormi. Sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche. Et le moyen de trouver dans la ménagerie une bête aussi dure que cela? Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre dans l'intention de n'en pas faire à 2 fois. Il s'excitait à la fureur, et entra le poignard à la main dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre, et lui dit avec beaucoup de respect l'ordre qu'il avait reçu de la reine-mère. « Faites votre devoir, lui dit-elle, en lui tendant le col. Exécutez l'ordre qu'on vous a donné. J'irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants que j'ai tant aimés. » Car elle les croyait morts depuis qu'on les avait enlevés sans lui rien dire. « Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d'hôtel tout attendri. Vous ne mourrez point, et vous ne laisserez pas d'aller revoir vos chers enfants, mais ce sera chez moi, où je les ai cachés. Et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place. » Il la mena aussitôt à sa chambre, où, la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche, que la reine mangea à son souper avec le même appétit que si c'eût été la jeune reine. Elle était bien contente de sa cruauté, et elle se préparait à dire au roi à son retour que les loups enragés avaient mangé la reine sa femme et ses 2 enfants. Un soir qu'elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château, pour y halener quelque viande fraîche, elle entendit dans une salle basse le petit jour qui pleurait, parce que la reine sa mère le voulait faire fouetter à cause qu'il avait été méchant. Et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L'ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et furieuse d'avoir été trompée, elle commande dès le lendemain au matin avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu'on apporta au milieu de la cour une grande cuve, qu'elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d'hôtel, sa femme et sa servante. Elle avait donné ordre de les amener les mains liées derrière le dos. Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu'on n'attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval. Il était venu en poste et demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n'osait l'en instruire, quand l'ogresse, enragée de voir ce qu'elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu'elle y avait fait mettre. Le roi ne laissa pas d'en être fâché, elle était sa mère. Mais il s'en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants. Moralité. Attendre quelque temps pour avoir un époux riche, bien fait, galant et doux, la chose est assez naturelle. Mais l'attendre 100 ans, et toujours en dormant, on ne trouve plus de femelle qui dormit si tranquillement. Autre moralité. La fable semble encore vouloir nous faire entendre
que souvent de l'hymen les agréables nœuds, pour être différés, n'en sont pas moins heureux, et qu'on ne perd rien pour attendre. Mais le sexe avec tant d'ardeur aspire à la foi conjugale, que je n'ai pas la force ni le cœur de lui prêcher cette morale. En 1697, lorsque paraissent les contes de ma mère Loi, les contes de fées sont très à la mode dans les salons des précieuses. Et Charles Perrault va mettre par écrit une tradition orale issue du folklore populaire français. À la mort de Charles Perrault en 1703, nous sommes au tournant du siècle et à partir de 1704, les Français vont pouvoir lire les contes des Mille et une nuits qui sont enfin traduits. L'orientalisme va devenir la nouvelle mode et le siècle des Lumières va finalement reléguer aux oubliettes les contes de bonnes femmes que Charles Perrault avait écrits. À partir de 1812, les frères Grimm réécrivent leur version de La Belle au bois dormant, une version édulcorée et où la deuxième partie de l'histoire a définitivement disparu. À partir de 1850, les familles bourgeoises françaises ont pour habitude de lire des histoires aux enfants pour qu'ils s'endorment, histoires illustrées dans de magnifiques albums, notamment par le célèbre Gustave Doré. À partir de là, le succès des contes de fées et de La Belle au bois dormant ne se démentira plus jamais. La Belle va devenir l'héroïne de ballets, d'opéras. Maurice Ravel va écrire une suite pour piano puis pour orchestre, les contes de ma mère Loi, avec la fameuse pavane de La Belle au bois dormant. Et puis ensuite, c'est le cinéma qui arrive, l'image animée, le film d'animation, avec La Belle au bois dormant de Walt Disney en 1959. Mais revenons auprès de Charles Perrault, assis au coin du feu, en train d'écrire avec sa plume d'oie. Il a un petit sourire au coin des lèvres. Peut-être sait-il déjà qu'il est encore plus moderne qu'on ne le pensait et que sa Belle au bois dormant va passer à la postérité.